carte blanche à Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Gros week-end à droite. Vous souhaitez revenir ce matin, Mathieu, sur la campagne de Valérie Pécresse notamment. Oui, d'autant qu'elle a traversé une semaine forte dont elle sort en donnant un étrange sentiment d'apaisement. Je ne sonde ni les cœurs ni les reins, mais je me demande comment l'expliquer. Valérie Pécresse ne lit-elle pas les sondages comme tout le monde? Emmanuel Macron aspire tout sur son passage et rallie à sa candidature les fébriles et les serviles en condamnant les derniers LR à la solitude des abandonnés. Puis la réponse m'est venue, évidente. Valérie Pécresse sait qu'elle a perdu. Et c'est probablement parce qu'elle le sait qu'elle peut désormais affronter les événements avec une forme de sérénité, sœur de la résignation. Oh, elle fait semblant d'y croire et peut-être même de temps en temps y croit-elle vraiment. L'homme politique est ainsi fait qu'il croit à la fois à la possibilité du miracle et de la résurrection des candidats. Son programme, qu'elle brandit comme d'autres brandissent un talisman, n'est-il pas censé être le seul à pouvoir sauver la France? Valérie Pécresse tire probablement une vraie fierté aussi de son récent débat avec Éric Zemmour, dans lequel la plupart des commentateurs ont voulu la voir gagnante. Tenir tête ainsi au plus redoutable débatteur des dernières années doit rassurer celui qui y parvient sur sa valeur. Valérie Pécresse espère désormais le dépasser le 10 avril, ce qui lui permettrait de claironner qu'elle a sauvé l'honneur de ce qu'elle appelle la droite républicaine. Dans les circonstances, ce ne serait pas rien. Alors, comment expliquer la chute de sa candidature? Est-ce que c'est un échec individuel ou structurel, Mathieu? Un échec structurel, assurément, Dimitri. Car la maison LR est construite sur une faille qui ne cesse de s'élargir au rythme où nous entrons dans une nouvelle époque politique qui engendrera tôt ou tard, une vaste recomposition de la vie politique. Faut-il le rappeler, on trouve chez les LR des élites qui ne cachent plus leur tentation macronienne et qui sont hantées par la peur d'être trop à droite. De l'autre, on trouve des militants radicalisés à droite, pour emprunter les mots d'Agnès Evren, qui font souvent honte à leur leader, mais qui restent dans les temps par fidélité clanique. Il y a deux partis dans ce parti. Ils pouvaient cohabiter dans une autre configuration politique, mais plus vraiment dans celle qui se dessine. De là le grand écart doctrinal auquel Valérie Pécresse se prête et la ligne confuse qu'elle suit, tout en la croyant bien droite, et qui la condamne à une perpétuelle exégèse de ses propres propos. On ne peut pas ne pas y revenir. Valérie Pécresse dira ce qu'elle voudra, mais lors de son meeting du Zénith, elle a explicitement validé la possibilité d'un grand remplacement, en expliquant par ailleurs que grâce à sa politique ferme et résolue, il n'arriverait pas. Qu'elle ait ensuite expliqué avoir dit le contraire ne nous dit rien d'autre qu'elle s'est permise une transgression qu'elle n'a pas voulu ensuite assumer. Se pourrait-il que ces rétropédalages à répétition auxquels la droite LR nous a habitués devant le tribunal politico-médiatique expliquent aujourd'hui la percée d'une autre droite qui n'accorde pas à la gauche le permis de décider ce qui est respectable et ce qui ne l'est pas? C'est probablement cette hypnose progressiste, dis-je, qui a poussé Valérie Pécresse à soutenir que la libre détermination de l'identité de genre était dans son ADN politique. Un propos qui consiste pratiquement à se rallier à la théorie du genre dans sa version la plus radicale. Valérie Pécresse, c'est elle qu'elle adopte ici la même ligne que Jean-Luc Mélenchon? On en fera un jour une leçon de sciences politiques. Je propose en toute immodestie de l'appeler la loi Boc-Côté. Tant que la droite concédera à la gauche le privilège de tracer la frontière entre la droite et ce qu'elle appelle l'extrême droite, elle sera idéologiquement soumise, dominée, paralysée. Celui qui trace le périmètre de la respectabilité idéologique remporte la bataille avant même de l'avoir menée. Allons au-delà du cas Pécresse et de la loi Boc-Côté, si vous voulez bien, Mathieu. Le week-end était très chargé à droite. Oui, sur une autre antenne, Marion Maréchal affrontait un procès soviétique, ou un tribunal d'inquisition, si on préfère. On comprendra l'idée. Pendant de longues minutes, on lui a demandé de commenter des déclarations décontextualisées du diable Zemmour. Tout était prévisible, paresseux, caricatural. Pourquoi devenir journaliste si c'est pour répéter pour la 1000e fois la même question qu'on a entendue ailleurs? À moins de confondre ce métier avec celui de commissaire politique. À tout le moins, une chose est certaine, la droite nationale conservatrice prend forme pour l'avenir. De son côté, Marine Le Pen poursuivait sa campagne sans gaffer, loin des polémiques, convaincue d'arriver au deuxième tour et persuadée de pouvoir déjouer ensuite le scénario attendu en canalisant le vote anti-Macron dans une grande coalition des populistes et des mécontents. On ne sait plus trop ce qu'elle pense, mais apparemment ce n'est pas trop grave. La Marine Le Pen de 2022 n'a plus grand-chose à voir avec celle de 2017. Il était bien vu de la mépriser. On ne la méprise plus. Je crois même que secrètement, désormais, on la respecte. Reste à voir si cette mue a eu lieu trop tard, mais elle a eu lieu sans le moindre doute. Merci beaucoup, Mathieu. Tiens,